Bonjour à tous et bienvenue sur Medusa. Aujourd'hui, nous sommes sur un jour historique. Nous sommes en train de faire la clôture la plus haute jamais réalisée sur Bitcoin. Je vous rappelle que nous étions sur une clôture maximum en weekly sur 104 461,8 dollars sur Binance et actuellement, on est sur 104 628,1 dollars. Donc ça veut dire que si on en reste là jusqu'à ce soir, on sera sur la plus haute clôture jamais enregistrée sur le Bitcoin. Vous savez que actuellement on est en weekly et que le weekly est probablement la time frame la plus importante sur Bitcoin et notamment celle qui donne les signaux les plus forts puisque vous savez que quand on augmente la time frame, on a des signaux qui sont de plus en plus forts. Si on arrive à s'affranchir de ce niveau, il est très probable qu'on réussisse à casser notre précédent ATH qui avait eu lieu justement lors de l'investiture de Donald Trump le 20 janvier au niveau des 109 500 dollars environ. Là, on a eu une jolie structure. Vous voyez que on a une jolie structure de réaccumulation qui a eu lieu exactement sur ces niveaux-là. Et il va falloir bien surveiller ça parce que c'est potentiellement ce qui a permis de remonter très fort. Et actuellement, justement, si on regarde un petit peu sur Binance, on est, euh, on est sur notre précédent haut de range. Si ici je passe en daily, vous allez voir que on a eu globalement deux grosses structures d'accumulation qui ont drivé le prix sur ce mois d'avril et le mois de mai. Ici, donc entre globalement le 12 avril et le 21 avril, puis on a eu un gros short squeeze. Donc ici, j'avais fait une vidéo quand on était aux alentours des 93 000 dollars en vous disant qu'il fallait prendre des profits, qu'on avait eu un gros short squeeze et qu'il fallait se protéger, dérisquer un petit peu le portefeuille. Beaucoup de personnes ne prennent pas de profit pendant les montées et je pense que c'est un gros piège parce que ça nous a pas empêché de re-rentrer en position. Mais à ce moment-là, quand vous avez des grosses performances, il faut savoir prendre des profits parce que à ce moment-là, on n'avait aucune idée de ce qu'allait faire le marché. La probabilité la plus forte, c'était qu'on se retourne. Ici, on avait eu un gros niveau haussier. Ici, on avait une grosse zone de support. La probabilité qu'on vienne retravailler cette zone-là était très importante. Et moi, je ne trade pas avec les émotions. D'ailleurs, je ne fais pas de trading, je fais que de l'investissement, du swing trading. Donc, c'est-à-dire que je me positionne généralement sur le long terme. Donc, je me suis positionné ici, je me suis positionné ici, je me suis positionné ici, tout au long de la montée et je continue à me positionner. D'ailleurs, actuellement, je suis toujours investi et je vais vous expliquer pourquoi. On a deux scénarios qui s'offrent à nous. Le premier scénario, c'est justement que nous sommes sur notre haut de range. Ici, donc, nous avons quand même des grosses zones de support et une potentielle zone de retournement. Et donc, potentiellement, on pourrait être sur un niveau sur lequel on pourrait se faire rejeter et repartir ici sur le précédent bas de range ou potentiellement, en tout cas, sur la précédente zone d'accumulation au niveau des 94 000 dollars. Ça, c'est un scénario. Le deuxième scénario, c'est celui sur lequel on va stagner quelques jours ici, donc 1, 2 jours, 3 jours encore, peut-être jusqu'à mardi. On va voir qu'on a des événements de liquidité qui sont très importants et qui pourraient nous voir partir très fortement à la hausse. On a des choses très importantes qui sont en train de se passer sur les altcoins au niveau de la dominance, au niveau de Others, au niveau de l'USDT dominance dont on va parler. On a des événements macro très importants au niveau du CPI mardi. Donc on va parler de tout ça dans cette vidéo. Accrochez-vous bien, ça risque d'être un peu long, mais on va être très synthétique et on va comprendre un petit peu l'enjeu des prochaines semaines et où est-ce qu'on pourrait avoir notre prochain retournement ou alors est-ce qu'on pourrait avoir une zone d'expansion très puissante. Alors je vous le disais, mardi on a un événement majeur. On a le CPI, donc les chiffres de l'inflation annuelle aux États-Unis qui vont tomber pour le mois d'avril. Donc vous savez que le CPI est toujours décalé d'un mois, donc ici on est début mai, on regarde donc les chiffres du mois d'avril et en l'occurrence on regarde l'inflation qui a eu lieu entre avril 2024 et avril 2025. L'année dernière, on était 2,4% moins
élevés en termes des prix à la consommation et donc actuellement on a une inflation sur le mois de mars qui était à 2,4% d'inflation, OK? Entre le mois de mars 2024 et le mois de mars 2025. Ça, c'est pour ça, c'est le précédent. Ici, vous avez la colonne prévisionnelle, c'est le consensus des investisseurs. Vous savez qu'actuellement, les investisseurs tablent sur une inflation stable entre le mois de mars et le mois d'avril, avec donc 2,4% d'inflation. Cependant, ici, vous avez sur Trueflation, vous avez la courbe de l'inflation calculée en temps réel par ce site internet qui nous permet de savoir aux États-Unis où on en est. On a généralement un décalage entre 0,5 et 0,6%, entre 0,6 points de pourcentage entre les chiffres de Trueflation et les chiffres réels du CPI. Donc ça dépend forcément de la méthode de calcul parce que vous avez des pondérations différentes, que ce soit sur le prix du baril de pétrole, sur les prix à la consommation, etc. Et ici, vous aviez donc sur le mois de février 2,3% d'inflation qui était annoncée. On a été chercher les 2,8%. Donc vous voyez, on était à peu près à 0,5 points de pourcentage d'écart. Ici, on était à 1,8. On a été à 2,4% annoncé sur le CPI, 0,6 points de pourcentage. Et ici, vous voyez qu'on stagne aux alentours des 1,5% environ, hein, 1,4, 1,5%. Donc on pourrait être aux alentours des 2% sur le CPI. Donc mardi, on pourrait annoncer 2% d'inflation, qui est l'objectif de la Réserve fédérale américaine. Donc vous savez que la Réserve fédérale américaine est un organisme indépendant du gouvernement des États-Unis, qu'il a deux mandats. Donc l'objectif de la Réserve fédérale américaine, ça va être dans un premier temps de limiter l'inflation. L'objectif de la Réserve fédérale, c'est 2%. Si on va trop bas, c'est pas bon signe, hein. 1%, c'est pas forcément bon signe. Ça veut dire que on a un risque potentiel de désinflation. Ça, c'est presque pire que le risque d'inflation à 10% comme on a pu avoir ces dernières années. Et l'autre risque, c'est l'autre mandat de la Fed, c'est de gérer le chômage. Donc, ils arbitrent systématiquement entre l'un et l'autre. L'inflation, eh ben forcément, quand elle augmente, ils vont avoir tendance à augmenter les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt vont ralentir l'économie, ce qui va augmenter le nombre de chômeurs aux États-Unis. Et justement, quand le nombre de chômeurs augmente trop et que l'inflation est maîtrisée, ils vont avoir tendance à baisser les taux pour justement être un facilitateur au niveau de l'économie américaine, pour permettre justement aux entreprises d'embaucher, d'investir, etc., d'avoir moins de taux d'intérêt pour financer leurs dettes, etc. Et ça, c'est justement pour but de réduire le taux de chômage. Donc ces deux objectifs-là, ils peuvent être atteints justement si on a des inscriptions au chômage qui restent stables. Donc vous voyez que ces derniers temps, on a des inscriptions au chômage qui sont assez stables. On n'a pas beaucoup plus de chômeurs en ce moment aux États-Unis. Et vous avez potentiellement des chiffres de l'inflation qui pourraient être aux alentours des 2%. Ça va conditionner les baisses de taux potentielles. Vous avez actuellement les baisses de taux, les probabilités de baisse de taux qui sont les suivantes. On est entre 425 et 450 points de base au niveau des taux d'intérêt américains. Donc, c'est-à-dire que pour emprunter, vous empruntez entre 4,25% et 4,50% de taux d'intérêt. Et actuellement, les investisseurs tablent sur le fait que nous avons 82,8% de chances que le 18 juin 2025, lors de la prochaine réunion de la Réserve fédérale américaine, nous soyons sur les mêmes taux d'intérêt. On pourrait avoir une première baisse de taux, la majorité des personnes pensent qu'on pourrait avoir une première baisse de taux aux alentours du 30 juillet 2025 ou éventuellement au niveau du 17 septembre. Ça va dépendre de plusieurs choses. La première chose, ça va dépendre justement du CPI et donc du taux d'intérêt, de l'inflation réelle aux États-Unis. Et ça va également dépendre, vous voyez qu'ici, on a une augmentation légère de l'inflation depuis globalement le début du mois d'avril. Et ça, c'est lié justement aux droits de douane. Donc vous avez une suspension des droits de douane sur la totalité des pays, à l'exception de la Chine. Sauf que les échanges entre la Chine et les États-Unis sont très importants et des droits de douane aussi importants entre la Chine et les États-Unis ont une tendance inflationniste, puisque forcément vous allez avoir une partie des fournisseurs qui vont refacturer l'augmentation de ces droits de douane à leurs consommateurs. Et donc potentiellement, ça pourrait être un problème au niveau de l'inflation et on voit qu'elle est actuellement légèrement en train de repartir en termes de tendance. Donc il ne faudrait pas que cet accord entre la Chine et les États-Unis mette trop de temps à arriver. Il faudrait qu'ils puissent à minima
lever au moins temporairement justement ces restrictions et ces droits de douane entre la Chine et les États-Unis pour justement permettre à cette inflation de respirer et de se stabiliser sur ces niveaux-là, avec un CPI qui pourrait tourner aux alentours des 2%. Le CPI, c'est une des valeurs d'inflation qui est regardée par la Fed, mais la Fed va surtout avoir tendance à regarder le PCE. Donc le PCE, on n'a pas les chiffres actuellement. Ce sera ni cette semaine ni la semaine prochaine, mais la semaine suivante. Donc il faudra attendre ça pour regarder justement les chiffres réels de l'inflation qui vont être surveillés par Jérôme Powell. Mais ça pourrait nous indiquer que potentiellement, du coup, sur la réunion du 18 juin, on pourrait avoir une première baisse de taux si jamais on atteignait ces 2%. Ça, c'est pour la macro et c'est quand même très très important. On a également une pression haussière donc qui a justement drivé ces mouvements haussiers sur Bitcoin qui sont liés à cette augmentation des portefeuilles de BlackRock. Donc vous voyez qu'ici, on a eu un inflow sur les ETF Bitcoin qui était très élevé, hein. On a fait plusieurs journées à pratiquement 1 milliard de dollars d'entrée de capitaux sur le Bitcoin. Et vous voyez qu'en gros, surtout si on regarde le portefeuille de BlackRock, donc cette première colonne, vous avez ici ici le 23 avril et à peu près ici le 5 mai. Donc on a enchaîné des journées, 640 millions, 320 millions, 240 millions, quasiment 1 milliard, etc. On a fait beaucoup de journées de hausse et de hausse assez massive sur BlackRock. Et vous regardez qu'ici, justement, si je me mets sur une courbe un peu propre, entre le 23 mai, donc c'était ici, le 23 mai, voilà, cette journée-là, et ici, le 5 mai, c'était cette journée-là, vous avez eu ici une grosse période d'accumulation pendant laquelle BlackRock a acheté en masse. Et vous avez ici, du coup, très certainement un order block très important, un point de pivot qui va certainement nous lancer. Et ça nous fait nous dire que potentiellement ici, sur les niveaux de 104 000 dollars, on n'est pas actuellement sur une zone de retournement, mais on est probablement sur une zone intermédiaire de réaccumulation avant de repartir fortement à la hausse. Ça, c'est en tout cas un indice que semblent nous donner les chiffres des ETF Bitcoin. Également, au niveau de l'analyse on-chain, vous voyez qu'ici, sur les profits réalisés et non réalisés, donc là, ici, on essaie de traquer justement en rouge quand on a des grosses augmentations des courbes rouges, c'est-à-dire qu'on a des capitulations, on a beaucoup de personnes qui vendent, mais qui vendent en perte. Ils se disent, bon, je préfère prendre mes pertes maintenant que d'attendre encore et de perdre encore plus. À l'inverse, quand ici vous avez des grosses courbes vertes, c'est que les personnes se disent j'ai beaucoup gagné, il faut que je sécurise mes profits. Donc très souvent, vous avez les institutionnels qui prennent des profits et les particuliers qui prennent des pertes. Justement, quand vous avez des phases de capitulation, vous avez des particuliers qui se disent non mais là j'en peux plus, je perds depuis trop longtemps, etc. Je vends, et c'est généralement sur ça que sont constitués les points bas. Vous aviez ici le crack de Terra Luna en juin 2022, et vous aviez également ici en novembre 2022 la faillite de FTX qui ont été les deux principales zones de prise de perte sur le précédent bear market. Et vous voyez qu'actuellement, on n'est pas sur des zones de prise de profit, comme on avait pu l'être justement sur la grosse phase d'augmentation entre février et mars 2024, et idem ce qu'on avait été entre novembre 2024 et décembre 2024. Ici, on avait pris beaucoup de profits sur plusieurs jours. Ici, on avait pris beaucoup de profits sur seulement quelques jours et quelques heures. Et actuellement, on n'est pas sur des zones de prise de profit. Idem, si on n'est pas sur des zones de prise de profit, ça veut dire que potentiellement, il n'y a pas de Bitcoin qui sont distribués. Vous savez que d'après la théorie de Wyckoff, donc qui est d'ailleurs expliquée dans notre formation dédiée sur l'analyse technique, vous pouvez vous renseigner sur cette formation. On a plus de 6 heures de contenu dédié à l'analyse technique, donc directement en lien de cette description de vidéo. Vous avez justement dans la théorie de Wyckoff plusieurs indicateurs, et notamment le fait que le composite man, donc celui qui fait bouger le prix, alors dans les faits c'est pas une personne mais plutôt un ensemble de portefeuilles, un ensemble de porte-monnaie qui s'appelle la smart money, et vous avez en gros ici des phases de distribution avec des zones où on va faire augmenter le prix tout doucement, faire stagner le prix, augmenter justement cette pression baissière, et ici vous avez des gros portefeuilles qui vont décider de vendre, d'accumuler les ordres de vente, de retourner le prix, et lorsqu'ils ont atteint une zone de prix qui les intéresse, donc ici c'était justement la zone entre 74 000 et 79 000 dollars, et bien vous avez ici des ordres d'achat qui fait que ici on a eu une grosse zone
de capitulation où on a eu beaucoup de particuliers qui ont décidé de quitter le marché et par contre, vous avez eu des gros portefeuilles qui se sont servis de cette capitulation pour accumuler énormément de Bitcoin. Et donc ça, c'est intéressant de voir que justement, à ce moment-là, on a entre le 23 mai et entre le 23 avril et le 5 mai, on a eu justement une grosse zone pendant laquelle BlackRock s'est fortement positionné. Et donc, potentiellement, ça veut dire qu'on avait des personnes qui pariaient à la baisse, qui pensaient que le prix allait se retourner, et BlackRock a absorbé toute cette masse financière et a quand même réussi à faire retourner le prix, et du coup, à liquider toutes les personnes qui avaient parié à la baisse. Et ça, c'est exactement ce qu'on va voir sur la partie liquidation, puisque vous voyez qu'ici, en termes de liquidation, on a des couleurs vertes, etc. Donc ici, plus les couleurs sont vertes, voire jaunes, c'est qu'on a des zones de liquidation qui sont effectivement de plus en plus fortes. Et vous voyez qu'ici, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de liquidation. Et quand à chaque fois on augmente, on a très peu de liquidation au sud. Donc les liquidations au sud, c'est les personnes qui pensent que le prix va continuer de monter. Vous avez finalement assez peu de personnes qui pensent que le prix va continuer de monter. Là, vous aviez une grosse zone de prise de profit. Alors, c'était logique, hein, après une phase aussi explosive, beaucoup de personnes ont pris des profits et ont pensé que le prix allait partir à la baisse. Sauf qu'à chaque fois, on est venu récupérer toute cette liquidité et le prix est venu augmenter. Et actuellement, vous avez encore une grosse zone dans laquelle personne ne pense que le prix va continuer de monter. Et ici, vous avez justement des couleurs bien vertes, etc., qui continuent jusqu'aux 120 000 dollars. Et donc potentiellement ici, on a encore des personnes qui pensent qu'on va avoir un retournement. On a surtout beaucoup, beaucoup de personnes qui pensent qu'on va avoir un retournement. Et à l'inverse, très peu qui pensent qu'on va avoir une grosse zone d'expansion. Et vous le savez, la foule a quand même tendance à souvent avoir tort. Et donc dans ce cas-là, il vaut mieux être positionné à l'achat et justement profiter d'un futur mouvement haussier très fort et éviter justement de se mettre dans le sens du vent, d'être une girouette et de penser que on va se retourner, reprendre un mouvement baissier. C'est possible que ça arrive, mais honnêtement, cet indicateur-là, comme beaucoup d'autres, nous indique que potentiellement, c'est pas ce qui va arriver. D'autant qu'ici, donc, je vous l'ai dit, mardi, on a un événement de liquidité important, le CPI, qui pourrait être une excellente nouvelle si jamais on annonçait 2%. Si on annonçait 2% au lieu justement des 2,4%, ça pourrait être justement un gros catalyseur de hausse qui pourrait nous amener de manière très très violente, potentiellement jusqu'à cette zone des 120 000 dollars, justement. Alors, il faut également savoir que justement, cette hausse, elle a pour le moment été fortement drivée par les personnes qui sont déjà dans le marché. Ici, vous avez l'USDT dominance. Cette USDT dominance, c'est la courbe qui représente à quel point les personnes sont investies en stablecoin ou en crypto-monnaie, en crypto-actifs. Quand vous achetez des cryptos, vous, avec de l'USDT, vous faites baisser cette USDT dominance, c'est-à-dire que si vous avez 50% stablecoin et 50% Bitcoin, si vous décidez d'acheter du Bitcoin avec la moitié de vos USDT, eh ben vous allez vous retrouver à 75% de Bitcoin et 25% de stablecoin. Et donc, cette USDT dominance globale sur le marché va baisser. Et c'est ça ce qu'on regarde parce que ici, vous voyez que le mouvement entre le 5 avril et ici le 13 mai, le 11 mai, date à laquelle j'enregistre cette vidéo, vous voyez qu'ici, cette baisse, cette baisse des stablecoins a entraîné justement une hausse du marché crypto dans sa globalité et également des altcoins. Parce que vous savez que la majorité des personnes qui sont dans la crypto vont avoir tendance à acheter des altcoins. Et vous voyez que justement ici, à chaque fois qu'on a eu ici entre octobre 2023 et mars 2024 une grosse baisse de l'USDT dominance, ça a profité au marché crypto en globalité, mais également aux altcoins. Idem ici, à chaque fois qu'on a des grosses phases de baisse, entre octobre et décembre, c'est justement la période où on a une alt season, une mini alt season. Et là également, on a un début de alt season. On le voit également ici sur la partie dominance du Bitcoin. Donc on a, si je vous montre ça, on a justement une belle bougie qui a eu lieu. Donc en l'occurrence, on a 1, 2, 3 grosses journées de baisse qui ont eu lieu sur les journées de jeudi, vendredi et de samedi, avec un petit rebond actuellement sur la moyenne mobile. Mais potentiellement, on pourrait avoir justement cette fameuse zone de retournement. Si je vous affiche ici des petits points de repère, ici on va passer en weekly et vous regardez que justement à chaque fois le schéma est quand même assez similaire.
On a une grosse phase de baisse. Ici, une grosse zone de remontée qui est assez stable, avec forcément des aléas, etc., des montées, des phases de descente avec des micro-alt-season, etc. Et à un moment, on atteint justement cette zone de rechargement de short entre les 0,618 et les 0,786 de Fibonacci, et on se retourne à ce niveau-là. On s'était retourné en septembre 2019, on s'était retourné également en janvier 2021. Actuellement, on a eu justement cette grosse phase haussière et on est en plein dans cette zone. On est actuellement à 63,22%. On a fait justement un sommet sur les 65% de dominance du Bitcoin et potentiellement, on pourrait avoir justement une phase de retournement avec ici, entre le mois de mai et potentiellement ici le mois d'octobre 2025, une grosse chute de la dominance avec au profit justement des altcoins. Alors ça, bien entendu, il va falloir le surveiller parce que si on commence à avoir un signal de ce genre, donc effectivement là on peut être, c'est beaucoup trop tôt pour le dire, hein, on a à peine quelques journées de baisse, de dominance du Bitcoin, donc potentiellement on pourrait avoir une semaine de clôture baissière, donc là on a quand même une avalanche baissière, c'est-à-dire que ici, justement si vous avez des notions d'analyse technique, vous voyez que ici on a fait justement en une bougie, on est venu avaler une, deux, trois bougies précédentes. Ça généralement c'est des gros signaux baissiers, pardon. Et potentiellement, du coup, on pourrait se retrouver beaucoup plus bas, avec ici, si on a surtout un break de cette zone des 60% de dominance, qui nous avait servi justement de hausse, puis de pullback avant de faire justement ce dernier mouvement haussier. Potentiellement, si on break cette zone, on pourrait être parti. Et ça, c'est quelque chose qui est justement, qui est confirmé par ce qu'on a justement sur les altcoins. Vous voyez qu'ici, on est sur Others. Donc ça, c'est la courbe synthétique qui vient agréger la courbe des 114 cryptos contenus entre le top 11 et le top 125 des crypto-monnaies. Et donc, ces crypto-monnaies-là, vous voyez que après être revenus sur leur support long terme, vous avez eu justement une reprise assez forte hein, cette semaine-là. Vous avez eu justement cette semaine du 5 mai une grosse reprise de Others qui est venue justement reprendre ce niveau clé des 240 milliards de dollars de capitalisation boursière et potentiellement on pourrait venir rechercher ici les 500 à 530 milliards qui correspondent justement à la zone de notre précédente ATH et qui correspond justement à le haut de notre canal haussier. C'est quelque chose qu'on voit également sur le Total 3. Vous voyez que sur le Total 3, c'est assez flagrant. On a justement un biseau comme ça qui s'élargit avec des grosses phases justement de canal parallèle descendant ou de biseau descendant qui sont breakés avec une reprise des moyennes mobiles. Donc vous voyez qu'à chaque fois, on a une reprise des moyennes mobiles, on vient les travailler et on a une grosse phase d'expansion qui a duré sur sur les deux précédentes phases environ 5 semaines. Et potentiellement, ici, on pourrait donc avoir 5 semaines, dont la première est déjà passée, qui nous amènerait potentiellement sur un retour au niveau de cette ATH à 1,15 trillion de dollars et potentiellement plus, justement, avec un retour sur le canal au niveau potentiellement des 1,4 à 1,5 trillion de dollars. Vous savez que je cible cette zone-là comparativement au dernier cycle, etc. Je pense que le Total 3, pardon, peut aller chercher 2 trillions de dollars à 2,5 trillions de dollars de market cap. Et je pense toujours que ce sera atteint d'ici la fin d'année. Donc c'est tout à fait possible qu'on se retrouve avec une augmentation assez rapide. Ici, un travail de cette zone, une grosse phase d'expansion avant un retournement assez violent. Donc ça, c'est tout à fait possible. Et également ici, vous voyez que sur Others Dominance, on a quand même quelque chose de très cyclique. Vous voyez ici, sur les précédents cycles, donc que ce soit 2016-2017 ou 2020-2021, on a un schéma qui est quand même très similaire. On a une zone d'accumulation de pré-bull run, on va dire, avec un moment où les altcoins s'apprécient fortement, on commence à avoir des gros multiples, etc. Puis une grosse correction. On vient faire mal à énormément d'investisseurs, tous ceux qui ont pris du levier, tous ceux qui sont rentrés un peu trop agressivement, un peu trop fortement, et on vient faire paniquer un maximum de monde. Puis on se retourne, et c'est là que interviennent beaucoup d'investisseurs qui n'étaient pas positionnés sur le marché jusqu'à présent et qui voient
du coup les prix augmenter, qui se décident à investir en crypto-monnaie et qui font exploser le prix des altcoins avec justement pendant une phase de ici 17 semaines, donc à peu près 4 à 5 mois, on a une phase d'expansion très très forte. Ça, c'est ce qu'on a eu justement sur le cycle de 2016-2017. Et ben vous voyez qu'ici, sur le cycle de 2020-2021, on a eu exactement la même chose. Une phase de pré-bull run qui a duré un petit peu plus longtemps, une correction très violente mais assez courte. Et ici, justement, liée au crack Covid, hein, forcément. Et ici, on a eu une grosse augmentation liée effectivement à la hausse très nette de la liquidité globale. Hein. Si je vous l'affiche ici, vous avez eu ici une grosse phase d'augmentation de cette liquidité hein, qui est intervenue et qui est venue justement être un catalyseur de hausse très très fort. Et vous avez également eu ici une grosse zone avec un pré-bull run qu'on a eu justement entre juin 2023 et mars 2024, où justement Others Dominance, donc les altcoins augmentaient plus vite que ce que Bitcoin augmentait. Puis on a eu une grosse correction. Là également une correction qui a fait beaucoup de mal. Je l'ai bien vu autour de nous, même chez les clients qu'on accompagne. Il y en a beaucoup qui sont venus justement pendant ces phases de grosse correction où ils ont eu le sentiment qu'ils avaient fait des bêtises, ils avaient pas bien géré leur portefeuille, etc. Et donc on les a aidés justement à restructurer tout ça dans ces phases de baisse. Et actuellement, on a un mouvement qui est très intéressant. Vous voyez que ici, on est en train de retravailler. On avait fait une jolie mèche baissière. Et ici, on est en train de retravailler cette mèche en train de faire justement appui sur ce support des 7,60% et on vient de breaker cette zone à 8,37% qui pourrait nous indiquer, alors c'est encore un peu tôt pour le dire encore une fois, mais ici on était sur une grosse zone de support, on est encore sur une zone de support et potentiellement on pourrait, après avoir fait paniquer un maximum de monde, profiter de cet afflux de liquidité. Vous voyez que depuis le mois de janvier 2025, on a de plus en plus de liquidités, notamment qui vient d'Asie, hein, parce que la Chine est en train d'avoir une politique monétaire qui est très accommodante. On attend bien entendu les États-Unis, hein, c'est ceux qui ont le plus d'argent, donc c'est intéressant de voir quand les États-Unis se réveillent. Mais vous voyez qu'ici, potentiellement, on aurait du coup 4 à 5 mois devant nous, qui nous amènerait encore une fois, qui corroborerait la théorie d'avoir une augmentation très forte du prix des crypto-monnaies jusqu'au mois d'octobre, avec potentiellement une alt season qui pourrait être explosive. Bien entendu, si on a une alt season qui est très forte et qui arrive, il va falloir quand même surveiller ça et également se positionner sur les bonnes altcoins. Parce que vous avez quand même un paquet de crypto-monnaies qui profitent de ce bull run, qui ont leur valorisation qui augmente, mais qui n'augmentent pas plus vite que Bitcoin. Et pour ça, ce qu'il faut faire, c'est surveiller la courbe de la crypto-monnaie que vous voulez acheter par rapport à celle du Bitcoin. Typiquement, si vous voulez acheter la crypto-monnaie Starknet, par exemple, si vous la comparez avec le Bitcoin, bah, vous allez avoir ici entre Bitcoin et Starknet la courbe suivante. Donc là, est-ce qu'on a envie d'acheter ça? Je vous pose la question. Normalement, au premier coup d'œil, vous êtes censé être capable de le dire. Si vous n'êtes pas capable de le dire, je vous conseille vraiment de vous renseigner sur notre support de formation qu'on a on a mis à disposition. Donc, vous avez un lien dans la description de la vidéo. Ça doit être instantané pour vous. Ça, vous n'avez pas envie de l'acheter. Typiquement, ici, vous avez une courbe qui est sans cesse descendante. Ça veut dire que cette crypto est en train de baisser en valeur contre Bitcoin. Donc, si vous achetez du Starknet, ça veut donc dire que vous prenez beaucoup plus de risques que Bitcoin parce que MicroStrategy, BlackRock, Fidelity, etc. n'achètent pas du Starknet, ils achètent du Bitcoin. Donc vous êtes positionné sur une crypto qui est beaucoup plus risquée. Et là, dans les faits, vous faites beaucoup moins de performance que sur Bitcoin directement. Donc si vous avez du Starknet, il vaut mieux tout vendre et basculer sur du Bitcoin. À l'inverse, je vais vous en donner une, mais c'est des cryptos qu'on donne justement aux clients qu'on accompagne. Ben, vous voyez que si ici vous vous positionnez plutôt sur, par exemple, la crypto Popcat, qui, je sais, a une très jolie courbe. Voilà, donc ici, vous avez une courbe qui est très belle. Ici, vous avez eu une grosse zone d'accumulation, juste là, avec depuis le début du mois de février, donc pendant toute la phase de baisse du Bitcoin, vous avez Popcat qui a stagné face à Bitcoin. Ça veut dire que Bitcoin et Popcat baissaient aussi vite l'une que l'autre.
Donc ça, c'est quand même très très positif, surtout sur une crypto qui a un même coin et qui est une crypto qui est assez faiblement capitalisée. Vous avez eu une crypto qui a stagné. Vous avez ici un petit excès baissier et depuis, vous avez eu une augmentation énorme de cette crypto face à Bitcoin. Ça veut dire que quand Bitcoin augmente un petit peu, vous avez Popcat qui augmente fortement. Et si ici, Bitcoin va chercher les 150 000 dollars, vous avez potentiellement Popcat qui va aller chercher beaucoup plus haut. Donc ça, c'est une crypto qui est intéressante. C'est une crypto sur laquelle vous voulez vous positionner parce que vous prenez certes plus de risques, mais vous avez également plus de rendement. Donc évidemment, quand on se positionne sur des cryptos risquées, il faut qu'on en tire du rendement, sinon ça n'a aucun intérêt. Au niveau de la cyclicité, vous avez également des signaux qui pourraient nous dire qu'on pourrait avoir un top également sur ce mois de novembre ou d'octobre. Ici, vous voyez qu'on est en train de suivre assez proche le cycle de 2016-2017, qui est symbolisé ici par la courbe en rouge. Vous avez justement eu une phase d'augmentation, et ici, à ce moment-là, à peu près le même nombre de jours à partir du halving, ici on est sur la courbe qui commence à partir du halving, vous avez eu une phase justement où le prix est venu faire un gros creux, un creux majeur, où on est venu piéger beaucoup de personnes. Et c'est justement un creux qu'on a fait justement sur notre journée du 8-9 avril, avec un retour sur les 74 000 dollars pour nous. Et ici, on a justement un début de remontée. Et vous voyez que ici, c'était justement le début de notre zone parabolique. Et ici, si on regarde le top, bah, potentiellement, ça nous donnerait un top vers le 30 septembre 2025 si on respecte la temporalité qui avait eu lieu à ce moment-là. Je pense donc que d'ici le mois d'août, de juillet, donc sur la période estivale, je pense qu'on aura une grosse phase d'augmentation avec peut-être une rampe de lancement pour justement cette zone explosive qui pourrait durer un certain temps, peut-être une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois, mais qui va voir le prix du Bitcoin augmenter fortement, peut-être au niveau des 200 000 dollars, peut-être plus, peut-être moins. C'est difficile à dire à ce moment-là. C'est aussi pour ça qu'on fait de l'accompagnement sur mesure avec nos clients qu'on accompagne, parce qu'on a besoin de regarder les indicateurs en temps réel et de pouvoir les prévenir rapidement. Donc, on a un canal qui est privé de communication entre un mentor et un élève. Chaque élève a un canal de communication privé avec son mentor qui lui est dédié. Son mentor a donc une connaissance très fine du portefeuille du client en question, de sa stratégie, de ses horizons de temps d'investissement, etc. Et donc peut lui apporter des réponses qui sont claires et précises par rapport à son profil et pas par rapport à juste une condition de marché, vous sortez, vous restez, etc. Donc ici, potentiellement, on pourrait encore une fois avoir une fin d'année explosive. Idem, si vous regardez les prix de minage du Bitcoin, vous voyez qu'actuellement, le Bitcoin se situe au niveau des 104 000 dollars et vous avez justement ici un Bitcoin qui est miné pour aux alentours des 90 000 dollars. Vous voyez, c'est cette courbe-là que vous voyez. Les mineurs sont donc excédentaires, ils produisent des bitcoins pour moins cher que ce que le marché les valorise. Et donc, vous avez donc cette courbe jaune qui est plus haute que cette courbe bleue. Et si vous regardez ici, cette courbe jaune qui vient de reprendre la courbe bleue. Et à chaque fois, les prix du bitcoin, dès qu'ils se décorrèlent de cette valeur un petit peu basique de production, bah, c'est à ce moment-là que vous avez des tops. C'est ce qui a eu lieu justement à ce moment précis en décembre 2017, également ici en avril 2021, également ici en novembre 2021, mais également ici pendant cette petite phase de pré-bull run en juillet 2019. Et ici, vous voyez qu'on est tout doucement en train de générer des profits, mais très 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 faiblement. Donc il va falloir surveiller ça, mais quand on aura justement des grosses zones de profit des mineurs, on sait que du coup les mineurs vont commencer à vendre, vont créer de la pression baissière. Et donc, il faudra surveiller ça, puisque vous savez que les mineurs créent actuellement 3 bitcoins toutes les 10 minutes. Ils obtiennent 3 bitcoins tous les 10 minutes, donc ça fait une pression qui est potentiellement de 300 000 dollars toutes les 10 minutes. Donc, c'est pas forcément énorme face à la masse financière des achats, notamment sur les ETF Bitcoin, mais ça restera quand même à surveiller, justement, quand ces ETF vont se calmer et qu'on aura un début de retournement de marché. Si les mineurs sont trop en profit, ça pourrait augmenter la pression baissière.
Vous avez également les altcoins qui sont actuellement toujours dans une zone de faible euphorie. Ici, on est sur les taux de financement des altcoins. Vous avez une ligne par crypto-monnaie, donc vous avez Bitcoin et Ether au début, puis les altcoins sur le reste. Vous voyez qu'ici, quand on a des phases d'euphorie, c'est symbolisé justement par des couleurs un peu jaune-orangé. Typiquement, quand Trump a été élu, vous avez la crypto de Trump qui a généré beaucoup, beaucoup d'euphorie. Vous avez beaucoup de personnes qui en ont parlé, qui se sont positionnées, qui ont décidé de prendre beaucoup d'effets de levier dessus. Et donc, beaucoup de personnes ont pensé que cette crypto allait monter. Forcément, Trump venait d'être élu, l'investiture allait avoir lieu le 20 janvier. Et vous voyez qu'à partir de la date de l'investiture, le prix a fortement dégringolé et vous avez eu justement une grosse, 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 grosse baisse de cette crypto et des taux de financement liés à cette crypto. Donc absolument aucune euphorie. On a des tout débuts d'euphorie sur la crypto-monnaie Fartcoin qui a des très très belles performances également, que ce soit contre le dollar mais également contre Bitcoin. Donc il va falloir surveiller ça sur Fartcoin, mais vous voyez que sur le reste du marché, on n'est pas du tout sur des zones d'excès. Au niveau des zones d'excès, par contre, on commence à l'être un petit peu sur la partie du Fear and Greed Index. On est sur 70% d'avidité. Vous voyez qu'ici, on est dans des zones d'avidité et on commence à se rapprocher des zones d'extrême avidité, d'extrême greed à partir des 75%. Ça reste assez logique, le prix s'apprécie beaucoup et s'apprécie rapidement. Donc forcément, on a beaucoup de personnes qui deviennent en profit et qui profitent de la hausse. C'est pas forcément un problème tant qu'on est en tendance. Vous voyez qu'ici, pendant les phases de hausse, 74%, 80%, 90%, c'est des chiffres qu'on a obtenus assez rapidement, mais la hausse continue après malgré ces zones d'euphorie. C'est justement quand on commence à avoir une stagnation du prix et de l'euphorie qui est toujours importante qu'il faut vraiment se méfier. Là, c'est également ce qu'on avait eu sur la phase entre octobre 2024 et décembre 2024. C'est exactement ce qu'on avait eu. Je vais vous partager 3 autres indicateurs. Le premier, c'est le P-Cycle Top Indicator. Il a un taux de réussite de 100% jusqu'à présent depuis l'histoire de la création du Bitcoin et en tout cas de sa cotation sur les marchés financiers. Vous voyez que ici, à chaque fois que la courbe jaune vient croiser la courbe verte, donc vous avez ici les calculs de cette courbe jaune et de cette courbe verte, vous avez justement un top qui se dessine. Alors, potentiellement, c'est quelque chose qui ne va peut-être pas marcher sur cette fois-ci, mais vu son taux de réussite, moi, c'est quelque chose que je vais regarder. En tout cas, ici, on est encore loin de ce croisement entre la courbe verte et la courbe jaune. Donc, potentiellement, ça voudrait dire qu'on a encore du jus pour monter, pour aller plus haut. Ça, c'était le premier indicateur. Ici, vous avez justement l'accumulation par les différents types de portefeuilles. Donc, vous avez les gros portefeuilles supérieurs à 10 000 bitcoins qui sont actuellement sur des niveaux bleus, donc des niveaux d'accumulation. Et vous avez également les portefeuilles un peu moins gros, donc entre 100 et 1000 bitcoins et entre 1000 et 10 000 bitcoins, qui sont également sur des zones d'accumulation. Ici, on était sur la zone des 94 000 dollars. C'est une capture d'écran qui date justement, qui a été partagée par Glassnode le 30 avril 2025. Et vous voyez qu'ici, justement, on est sur des zones qui sont quand même très intéressantes de réaccumulation. Et potentiellement ici, justement, on remarque qu'on n'a pas de retournement. On n'a pas de retournement, surtout quand on regarde les liquidations. Vous n'avez pas pour le moment de prise de profit et de liquidation à venir. Donc ça, c'est intéressant. C'était le deuxième indicateur qui nous indique que potentiellement les gros portefeuilles croient en ce mouvement et aspirent à un mouvement plus élevé. Et enfin, le dernier indicateur, c'est la supply des short-term holders versus les long-term holders. Donc cette courbe-là, elle symbolise la différence des bitcoins détenus par les portefeuilles de court terme et les portefeuilles de long terme. À chaque fois que vous avez une augmentation de cette courbe bleue, ça veut dire que les portefeuilles de long terme accumulent du bitcoin. Et à chaque fois que vous avez une courbe, cette courbe bleue qui baisse, ça veut dire que vous avez une accumulation des holders de court terme. C'est plutôt les phases d'expansion, les phases d'euphorie où vous avez beaucoup de personnes qui se décident à acheter des nouveaux bitcoins. À l'inverse, quand on a des phases de correction ou de stagnation, vous avez justement des holders de court terme qui réaccumulent, etc. Et à chaque fois, vous voyez que ça se passe exactement pareil. D'accord? Si ici, je vous zoome avec le prix, vous avez justement une augmentation du prix accompagnée d'une baisse de cette courbe et à chaque fois, c'est pareil. Vous voyez que sur chaque cycle, on a justement des oscillations ce jeu de vases communicants entre les holders de court terme, les holders de long terme qui se refilent la patate chaude à chaque fois. Et
à chaque fois, dans les cycles, vous avez justement des oscillations comme ça, jusqu'à avoir ce point de bascule, ce point d'inflexion où on a une grosse augmentation du prix du Bitcoin et une grosse baisse de cette supply détenue par les holders de long terme. Et ça, pour le moment, on ne l'a pas encore eu. On l'a eu en 2017, on l'a eu en 2020, on a eu justement justement en 2016, 2015, 2016, on a eu justement ces zones d'échange, de jeu de la patate chaude, puis à un moment, point d'inflexion, et hop, le prix augmente très fortement. Et là également, c'est ce qu'on avait eu entre 2018, 2019, un petit peu 2020, et puis 2021, grosse zone d'expansion. Et là également, c'est ce qu'on a depuis 2023, 2024, un petit peu 2025, et potentiellement en 2025, du coup, on pourrait avoir notre grosse zone d'expansion. Donc là, on a le Bitcoin qui est en train de nous indiquer que potentiellement le scénario qu'il semble privilégier, c'est justement un retour dans la prochaine zone d'extension de Fibo qui se situe ici entre 130 000 et 166 000 dollars. Donc potentiellement ici, on pourrait voir le prix décoller assez rapidement. Vous voyez que le Bitcoin est assez fort, hein, même si je regarde en 1 heure, vous avez un comportement du prix qui est très très fort. Tous les dips sont rachetés, on suit les moyennes mobiles, c'est très 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 fort. On pourrait donc voir le prix fortement augmenter, surtout si, encore une fois, je vous l'ai dit, le mardi, on a un catalyseur de hausse qui est cette news sur l'inflation aux États-Unis qui pourrait nous faire breaker justement le précédent ATH à 110 000 dollars et nous faire repartir potentiellement sur une grosse phase haussière qui pourrait voir son terme arriver sur la fin du mois de mai, par exemple, le début du mois de juin, au niveau des 150 000 dollars, par exemple. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous vous sentez un peu perdu, que vous ne savez pas exactement sur quelle crypto investir, que vous pensez que ça peut être le bon moment de vous positionner, n'hésitez vraiment pas. On a encore quelques places de disponibles avec des mentors qui ont des places de disponibles. Donc si vous souhaitez, l'équipe Medusa se fera un plaisir de vous accompagner. On vous détermine une stratégie sur mesure en discutant avec vous. Vous nous partagez votre profil de risque, etc. On a tout un process qui vous fait rentrer dans justement ce processus pour créer votre stratégie, vous accompagner et vous permettre de gérer au mieux ce bull run et cette potentielle fin de bull run qui pourrait arriver, qui pourrait être très explosive à condition d'être bien positionné. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker cette vidéo. Vous connaissez la chanson. Et si vous avez envie de communiquer avec nous, n'hésitez pas par commentaire ou par Telegram. On est tout à fait disponible. Je vous remercie. Au revoir.